Combien d'électrons de valence PDP phi 3 deux fois? 14. 14 électrons. Et celui-là? Pardon, qui? Celui-ci, là, que j'entoure avec mon crayon, là. C'est 16. C'est 16 électrons de valence, hein, puisque ici, on passe d'un palladium 0 au palladium 2. Hein, ici, on a Ml2, 14 électrons, et ici, Ml2X2, 16 électrons. OK? On peut le dessiner à côté. Ici, on est... Je reprends ça. On est Ml2, 14 électrons. Et ici, on est Ml2X2, 16 électrons. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là? Pourquoi on utilise une base ici? Autrement dit, qu'est-ce qu'on va générer ici? Pour éliminer l'hydrogène de l'alcène. Pour arracher le proton de l'alcyne. D'accord? Donc, c'est quoi le sous-produit qu'on va avoir ici? Oui. Parce que là, notre cycle catalytique, il n'est pas tout à fait complet. Ici, il manque quelque chose. Si ma base, c'est ET2NH, qu'est-ce que j'expulse de mon cycle catalytique là? Ici, j'ai quelque chose. Quel est le sous-produit que je vais avoir ici? Je crois que c'est l'hydrure de diéthylammonium. Tout à fait, l'iodure, très bien, de diéthylammonium. Ici, donc on va se retrouver avec ET2, NH2, plus I-. OK? C'est une base, hein, c'est une base de Bronsted, donc elle va venir piéger HI ici. Donc si on veut être complet dans le cycle catalytique, il faut aussi montrer à quoi sert la base. Question, est-ce que la base et le cuivre dans ce genre de cycle catalytique, de genre de réaction peut être utilisé en quantité catalytique? Est-ce que la base peut être utilisée en quantité catalytique dans un couplage de Sonogashira? Ou bien est-ce que la base doit être utilisée en quantité au moins stoichiométrique? Je répète ma question. Est-ce que la base, ET2NH, peut être utilisée en quantité catalytique pour effectuer un couplage de Sonogashira? Je pense que c'est non, monsieur. Je suis d'accord. Pourquoi? Effectivement, on ne peut pas l'utiliser en quantité catalytique. Pourquoi? Parce que dès lors qu'elle a capté ici ce proton, elle a assisté cette étape-là, elle n'est pas régénérée en fait. Hein, elle est juste toujours sous forme T2, NH2+, I-. Et ça, c'est plus basique du coup. C'est l'acide conjugué. Et ben, ça va vouloir dire qu'il faudra au moins avoir autant en termes de nombre d'équivalents
au moins autant d'équivalents de base que d'équivalents d'alcyne qu'on aura au départ. OK ? Évidemment, le palladium, il peut être en quantité catalytique, hein, c'est le catalyseur, ici c'est l'espèce. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble ? Pas de questions, rien du tout? Tout est clair? Monsieur, Oui. il existe le phénomène de l'inversion pyramidale sur les composés d'amines, ce qui va racemiser l'énantiomère. Est-ce que ce phénomène a lieu sur les composés de phosphine? De phosphore. Parce c'est une très bonne question. Alors, je peux vous montrer si vous avez un peu de temps. Les barrières d'interconversion, ce qu'on appelle l'effet parapluie, comme un parapluie qui se retourne, j'ai des valeurs. Je vais vous les montrer. C'est une excellente question. Excellente question. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Si vous patientez quelques secondes, je dois avoir ça dans un support de cours qui doit être ici. Parce que je ne connais pas les valeurs par cœur, hein, mais évidemment, les barrières d'interconversion, elles sont très peu coûteuses en énergie pour les composés azotés. La seule possibilité pour avoir des azotes chiraux avec une chiralité centrale sur l'atome d'azote, c'est lorsqu'ils sont pris dans des cycles. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je projette ou pas là? Non, vous avez encore le tableau. toujours le tableau blanc. Ouais, je vais vous mettre ça. Voilà. Alors, quand vous avez des chiralités centrées, ce que vous vouliez me dire, c'est ça? En fait, sur l'atome d'azote, effectivement, vous avez des inversions. Hein, sur l'azote qui est très peu coûteuse en énergie. Hein, c'est une interconversion rapide. Le delta G étoile est de l'ordre de 30 kJ par mol. Donc, ça veut dire que vous allez racémiser en permanence. La seule possibilité pour avoir une chiralité centrée sur l'atome d'azote, il faut que vous ayez une rigidité de vos structures. D'accord? Et typiquement, les exemples, ce sont les bases de Tröger qui sont possiblement chirales, ou bien des N-oxydes ou des ammonium chiraux. D'accord? Sur le phosphore, je dois avoir les valeurs. Vous voyez, la barrière d'interconversion, elle est à 130 kJ par mol. Donc, c'est pour ça que la chiralité centrée sur le phosphore, elle est possible. OK? Et après, vous avez le soufre, donc c'est 160 kJ. Donc, l'inversion, elle est encore plus lente. Donc, des chiralités centrées sur des atomes de soufre, c'est possible. OK? Ça répond à votre question? Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport au cours ou par rapport aux exercices qu'on a fait aujourd'hui? Tout est clair? Écoutez, si tout est clair, je vais vous souhaiter une bonne soirée chez vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve, il me semble, mercredi. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier cours.
la dernière séance, la dernière séance, en fait, on fera encore quelques petits exercices. Mais j'attends de vous aussi que vous posiez des questions si vous en avez, parce que ce sera la dernière séance. Ce sera l'occasion pour vous de poser des questions. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je suis là pour essayer d'y répondre. Donc, la prochaine séance, c'est le 17 novembre. D'accord? Le mercredi. OK? Monsieur, Oui. j'ai une autre question. Oui, allez-y. Dans la réduction d'oléfine, est-ce qu'on peut prédire quel énantiomère qu'on va obtenir ou il faut faire le pénible pour savoir quel énantiomère? Alors, c'est une très bonne question aussi. Pour les réductions d'oléfine, c'est des systèmes de modèles à cadran, mais ce qui est le plus... attendez, vous voyez ce que je projette là? Pour les... est-ce que vous voyez... Ah oui, peut-être, attendez. Tac. Je n'ai pas choisi le bon. En fait, oui, il existe, surtout pour les réductions de double liaison CO ou double liaison CN. Il y a des modèles que vous verrez en Master 2, qu'on appelle les modèles de Fell-Killan, les modèles de Kramke-Latte, mais qui sont plus adaptés pour les réactions diastérosélectives avec des substrats chiro. Ça, vous le verrez. Et pour les modèles d'hydrogénation de double liaison carbone-carbone, vous avez la possibilité de prédire par modélisation moléculaire avec des logiciels de simulation. Oui, il y a des moyens. Il y a des moyens qui existent. Bien souvent, quand les deux énantiomères des ligands sont disponibles, on peut faire les manips et puis voir après, quoi. Tout dépend de la valeur ajoutée du produit qu'on synthétise. Si c'est quelque chose de très haute valeur ajoutée, oui, ça vaut le coup de prédire avant. Mais si c'est un petit synton, une petite molécule, en général, on peut faire les deux manips et puis on regarde, quoi. OK? Merci beaucoup. De rien. D'autres questions avant qu'on se quitte? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne soirée chez vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur.